Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de road trip, c'est-à-dire une façon de pouvoir voyager, visiter un pays que j'apprécie tout particulièrement. Je suis pas un grand fan, bon, je l'ai jamais vraiment été du mode bon, hôtel voilà, on va visiter à droite à gauche autour de l'hôtel. Je vais être plus porté sur tout ce qui est road trip, c'est-à-dire le principe, on va dire, de prendre un véhicule, de pouvoir tourner, de faire plusieurs villes dans un pays, voire même faire quasiment le tour des plus grandes villes du pays. Ça te permet de voir beaucoup plus de paysages, beaucoup plus de sites, d'aller parfois dans des endroits, voilà, où on sort des sentiers battus, des trucs classiques pour les touristes. Et en plus de ça, tu gagnes une certaine flexibilité, c'est-à-dire que tu peux rester plus longtemps dans les endroits qui te plaisent davantage ou aller dans d'autres endroits qui sont un peu moins connus. Donc voilà, tu as une vraie flexibilité, une vraie liberté, comme tu sais, qui est chère à mes yeux, et on va dire aussi qui peut être plus économique. Contrepartie, ça va être, voilà, il faut être un peu plus organisé, mais on prend cette habitude lorsque on s'y prend bien et qu'on le fait plusieurs fois. Après, voilà, ça se passe très bien. Et lorsque surtout on est en famille, bah, franchement, à mon sens, c'est la formule idéale. Alors, commençons par le road trip. D'ailleurs, une petite anecdote, hein, lorsque je me suis expatrié en Turquie, c'est en faisant justement un de ces road trips en Turquie, où j'avais fait un peu le tour des villes. J'étais vraiment venu en mode vacances. Et comme j'ai pu justement bien voir le pays, l'intérieur, dans les terres du pays, voir un peu comment toutes les infrastructures, comment ils s'organisaient, et ainsi de suite, et que j'étais agréablement surpris, je me suis dit, bah, tu vois, pourquoi pas prolonger en fait l'aventure et s'expatrier dans ce pays. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc c'est vraiment une bonne façon de pouvoir apprécier toutes les qualités d'un pays. Je l'ai fait en Turquie, en Thaïlande, je le fais régulièrement aussi en France et dans d'autres pays. Ok, alors et à la fin même de cette vidéo, je vais te donner un petit programme sympa, puisque vous êtes nombreux à me poser la question que faire en Turquie, qu'est-ce que je recommande. Donc je te le dis à la fin de cette vidéo. Première étape, transport. Comment on va s'y prendre concernant donc le transport? Bien sûr, qui dit road trip, ça va être principalement faire une location de voiture et de pouvoir bouger. Alors c'est pas la solution la seule. Hein, on pourrait imaginer effectivement, par exemple, si on va en Turquie, arriver à Istanbul, prendre un vol une fois qu'on a visité Istanbul, parce que là, pour le coup, on n'a pas besoin de véhicule. On va prendre un vol, par exemple, pour aller sur la Cappadoce, et puis après, peut-être bouger avec des bus nocturnes et arriver à une certaine ville, arriver par exemple dans le sud, eh bien, faire de la location voiture pour pouvoir aller d'un site à un autre. Ça peut être effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je te donnerai justement mon programme en fin de vidéo. Mais principalement, effectivement, ça va être dans des grands pays comme par exemple la Turquie. Il va nous falloir nous déplacer en voiture. Et donc là, pour le coup, la location, ça va être l'idéal. Location soit d'une agence locale, soit qui sera moins cher qu'une grande agence internationale. Mais la grande agence internationale aura l'avantage, par exemple, de pouvoir prendre, par exemple, la voiture dans une ville, par exemple, et lorsque tu vas remonter, par exemple, tout le sud de la Turquie, admettons, pouvoir laisser ton véhicule dans une autre ville. Tu vois, chose que tu pourras pas faire avec une agence locale. Donc, c'est à toi de voir en fonction de ton trip, justement, de ton organisation, si tu optes plutôt pour une franchise ou plutôt pour un indépendant. Alors, ensuite, concernant les déplacements, bah voilà, pour te déplacer et éviter de te perdre, tu vas avoir besoin d'un GPS. Alors pour cela, ce que je vais te recommander, c'est de prendre, dès que tu arrives dans un pays, en l'occurrence en Turquie, et je l'ai fait aussi en Thaïlande et autres, c'est de prendre la puce téléphonique. Prendre une puce téléphonique, tu auras une dizaine d'euros. Il y a une puce téléphonique, tu as de la data, donc Internet, et là du coup tu vas pouvoir utiliser des applications comme Waze ou Google Maps. C'est beaucoup plus économique qu'utiliser ta puce étrangère, où voilà, tu vas charger, ça va te coûter extrêmement cher d'utiliser la data depuis l'étranger. Donc prends une puce locale, ça te coûte pas très cher et là-dessus tu es tranquille et tu peux utiliser les applications dont tu as l'habitude d'utiliser. Si pour X raison tu n'as pas internet ou tu n'as pas pu acheter cette puce ou autre, sache que moi je le fais souvent. Par exemple, tu sais, quand tu utilises Google Maps par exemple, peut-être avec d'autres applications ça peut marcher,
admettons, dans ton hôtel ou dans un restaurant, tu as le Wi-Fi et que tu veux aller donc de ce point A là où tu es à un point, à un site où que tu veux visiter. Tu fais voilà donc direction, tu tapes, il te donne l'itinéraire, par exemple pour Google Maps, il te donne l'itinéraire, ok, tu dis start, lancer, et sache que même si tu quittes, même si tu n'as plus internet, ça fonctionne avec le GPS, donc du coup tu as la possibilité, ça fonctionne, tu pourras aller jusqu'au point que tu voulais aller, même si tu n'as plus internet. Ça il faut le savoir, parce que c'est très pratique, et même si tu as dit oui mais une fois arrivé là-bas je ne veux pas avoir internet ou quoi que ce soit, il suffit que tu arrives ensuite à nouveau dans un point où il y a le Wi-Fi, un restaurant parce que tu vas prendre un café, ou ailleurs où il y a le Wi-Fi tout simplement, parfois un Wi-Fi public, bah, tu pourras à nouveau refaire cette opération là, c'est-à-dire te déplacer même si tu n'as pas internet, grâce une fois en fait tu as juste besoin une fois d'internet pour pouvoir lancer la connexion, ok, et après une fois que tu lances, ça fonctionne avec le GPS, c'est plus connecté à internet. Voilà, c'est un petit tips comme ça qui peut être très pratique parfois quand on n'a pas internet. Sache que ça fonctionne bien avec le GPS. Alors une règle importante justement quand tu bouges en famille, c'est de se dire voilà, grosso modo on fait des trajets maximum 2 heures, 3 heures, parce qu'après les enfants voilà, ils n'arrivent plus à te tenir en place. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, si admettons tu dois aller dans une ville A à une ville B, il y a 5 heures de route, on fait une activité au milieu, donc ça fait qu'on coupe le chemin en deux. Souvent bon, il y a un truc à visiter, et ensuite on arrive à la ville. Mais la règle c'est toujours de se dire de pas rouler plus de 2 heures, 3 heures, on va dire d'un trait, parce que sinon bah, pour les enfants c'est pas très marrant, et en plus ça nous permet de faire une petite pause même pour la route. Donc ça c'est on va dire c'est un petit peu ce que je pratique tout le temps pour les transports. Pour la partie maintenant hébergement, tu as la possibilité bien sûr avec les hôtels, mais quand tu es en famille, non seulement tu vas être limité en nombre de places par chambre, donc tu vas prendre tout de suite devoir prendre 2 chambres. Ça va à la fois te coûter plus cher, et à la fois en plus c'est un petit peu moins convivial que d'être tous ensemble dans une même pièce, je veux dire dans un même logement. Et du coup bah, je vais préférer les locations type Airbnb, où voilà tu loues tout un logement, c'est plus économique, c'est plus convivial, et voilà c'est plus sympa. Ok, pour Airbnb, bon c'est sûr que si tu pars en pleine période super estivale, bon bah c'est vrai que ça part vite, donc c'est pour ça que nous on bouge beaucoup entre voilà, dans les périodes où c'est pas la haute saison tout simplement. En cas où tu t'y prends à la dernière minute, ce que je fais souvent moi, quand on dit bon bah viens on va à tel endroit plutôt que tel endroit, on s'y prend un peu à la dernière minute, et tu sais avec Airbnb il faut une validation de 24 heures ainsi de suite. Tu as la possibilité d'avoir une option où c'est hébergement c'est direct, immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confirmation. Du coup, ça te permet directement de pouvoir louer ton logement sans avoir une confirmation de l'hébergeur. Ça peut être pratique. Alors bien sûr, il y en a beaucoup moins qui proposent cette option. Ça dépend donc des endroits, des moments. Donc ça, faut le prendre en compte. Tu as aussi d'autres solutions comme Booking. Dans certains endroits, je me suis rendu compte que, en Turquie notamment, il y a beaucoup d'hébergements qui sont à la fois proposés sur Airbnb et à la fois sur les hôtels. Et du coup, parfois, bizarrement, le Airbnb est plus cher que sur l'hôtel. Donc il suffit juste de taper sur Google, tu tapes hôtel là où dans la ville où tu es, et il va te proposer en fait différents endroits, et si tu fais attention, parfois des hébergements qui sont proposés sur Airbnb sont en fait des hôtels, ou sur Booking. Alors en Turquie il n'y a pas Booking, mais parfois c'est le cas aussi sur Booking, et parfois c'est moins cher de le prendre directement depuis l'hôtel directement, qui va s'afficher avec ton Google. Voilà, c'est un petit truc que je te donne comme ça au passage. Voilà grosso modo pour l'hébergement, c'est aussi simple que ça. Quand justement tu es dans cette optique de road trip, tu as la possibilité de pouvoir louer. Je dis ça marche quasiment dans beaucoup de pays. Bon après c'est vrai que c'était pas les hautes saisons au moment où j'allais, je réservais 1 nuit, 2 nuits à l'avance, pas plus, et ça passait. Ok. Ce que je fais aussi, c'est si tu restes longtemps dans un endroit, je vais pas forcément réserver genre 3 à 4 nuits d'affilée sur Airbnb.
parce que j'ai envie d'être sûr que ce soit qualitatif et que ça corresponde bien aux critères de l'annonce. Donc je vais réserver qu'une seule nuit, je vais voir si ça me convient et ensuite, voilà, si je suis OK, bah, je vais réserver les nuits suivantes. Et parfois même avec l'hébergeur, tu peux même t'arranger. Petite astuce aussi au passage, où voilà, tu peux avoir moins cher puisqu'il n'y a pas les frais de la plateforme qui viennent s'ajouter. Donc ça, c'est pour l'hébergement, grosso modo à peu près comment je m'y prends, c'est aussi simple que ça. Pour les activités, tu as TripAdvisor. Alors pour TripAdvisor, ce que j'aime pas avec TripAdvisor, ça peut te donner un peu une grande idée, mais c'est trop populaire. C'est trop, les sites mainstream, les sites vraiment que la majorité des gens vont faire. C'est vraiment les endroits très touristiques de base. Donc ça va pas être les meilleurs endroits. Donc je vais pas trop regarder TripAdvisor. Après tu as Instagram, ça peut être sympa pour dénicher quelques pépites. Quelques endroits comme des plages, ainsi de suite, qui sont pas du tout faciles d'accès. Tu vas pouvoir les avoir sur Instagram. Ça, c'est plutôt madame qui s'en occupe, qui regarde un petit peu quelques bons plans qui sont pas les plus connus et souvent connus même par les locaux, que tu peux dénicher effectivement sur Instagram. Moi, ce que je vais préférer personnellement pour organiser mon programme, c'est plutôt d'utiliser Google. Pareil, on revient sur le truc classique. Selon la ville, tu tapes attraction. Et là, avec attraction, il te cite, en fait, il te donne une liste de tous les endroits, on va dire populaires. Tu vas voir il te donne même le nombre de reviews, le nombre d'avis qui ont été donnés. Donc moi, je regarde tout de suite, voilà, là où il y a 3000, 4000, 5000 et plus d'avis. Donc ça te donne un petit peu tout de suite que c'est un site qui a été beaucoup visité. Et je vais même lire les commentaires parce que en lisant les commentaires, ça te donne plein de tips, ça va te donner plein de petits conseils. Du genre oui attention à telle journée ou à telle heure c'est fermé, ou par exemple pour certains canyons qu'on a fait, on vous recommande vivement d'acheter des méduses ou de sortes de types de chaussures, de pas y aller comme ça avec des claquettes. Enfin bref, ça va vous donner selon les endroits des petits conseils que parfois je m'amuse un petit peu à lire. Pas bien sûr l'ensemble, mais quelques-uns. Et du coup, voilà, ça va te permettre de bien te préparer pour cette activité. Donc vraiment, moi, les activités, je les fais aussi simplement avec le gros, je le fais avec Google Attraction et je le complète avec quelques sites qu'on peut dénicher encore une fois sur Instagram. Donc ça, c'est pour les activités. Enfin, dernier point pour les restos, comment je m'organise, c'est très simple. Comme je t'ai dit, TripAdvisor, je suis pas trop fan. Pareil, encore une fois, Google Review, restaurant, là ça te donne pas mal de listes donc des restaurants populaires. Et pareil, les reviews, tu vas pouvoir lire les avis des gens. Donc ça, c'est un point voilà, que je vais pas mal utiliser. Et sinon, d'un point de vue pratique, comment je m'organise, c'est comme on est souvent dans la journée en train de faire une activité, en train d'aller visiter, soit faire un canyon, soit faire une balade en montagne, une balade ou aller à la plage, ou peu importe. En général, pas tout le temps, mais en général, ce qu'on va faire plutôt, c'est faire une sorte de pique-nique. Donc on va acheter deux, trois trucs pour faire soit des sandwichs froids, des salades, voilà, chips et tous ces babioles, ok, pour être voilà, plutôt flexible. Manger ça à midi et se faire plutôt un restaurant en ville le soir. Une fois qu'on a terminé notre journée, voilà, on s'est posé, ainsi de suite, aller en ville, se faire un petit resto tranquille. En général, on fait plutôt, c'est plutôt de cette façon qu'on s'organise pour la partie restauration. Bien sûr, si on n'a pas fait le nécessaire, si on n'a pas eu le temps de se préparer, on se fait un petit snack à midi, ça marche aussi très bien. Voilà pour un petit peu l'ensemble. Du coup, comment concrètement je vais l'appliquer par exemple pour la Turquie, puisque je te disais que j'allais te proposer un programme. Par exemple, s'il s'agit de faire un grand séjour, une vision, on va dire, admettons, tu dois passer plus de 15 jours, admettons, en Turquie. Par exemple, un bon truc que j'avais fait, c'est arriver à Istanbul, faire les sites classiques Istanbul que tu connais, Mosquée Bleue, Hagia Sophia, Sainte-Sophie, le palais Topkapi, le palais Dolmabahçe. Il faut absolument aller voir le Dolmabahçe, l'équivalent du Versailles d'Istanbul. Voilà, le quartier de Galata,
Beşiktaş, les bazars, ainsi de suite. Enfin bref, Istanbul, ouais, ça vous mérite vraiment de passer 2-3 jours, et si tu n'as jamais fait ça, c'est impressionnant en termes de nombre de sites à voir. La mosquée de Süleyman le Magnifique qui est en hauteur. Donc ça, tout ça, c'est voilà, à voir. Après, par exemple, prendre un vol Istanbul-Cappadoce. Cappadoce, c'est juste extraordinaire, c'est bluffant si on l'a jamais fait. Se lever le matin, voir les montgolfières, soit les voir, soit aller les faire le matin si la météo le permet. Ensuite, visiter la ville, visiter toutes les grottes de la Cappadoce, et faire aussi la ville souterraine. Il y a donc une ville souterraine cachée qui n'est pas forcément des plus connues. Il faut aller voir ça, c'est un truc à faire si on n'est pas trop claustro. Même si on est un petit peu, on peut le faire quand même un petit peu. C'est vrai que c'est sur plusieurs niveaux souterrains, mais on peut voilà, même faire un niveau, ça vaut vraiment le détour. Après de là, on peut prendre un bus de nuit de la Cappadoce et rejoindre par exemple Denizli. Denizli, c'est là où il y a les fameux Pamukkale, les collines en coton. Pamukkale, c'est en fait un dépôt de calcaire blanc, c'est extraordinaire comment c'est fait, avec des sources d'eau chaude, d'ailleurs des sources thermales aussi qui sont très bons pour le corps. Donc ça, pareil, c'est extraordinaire, c'est un truc à voir. Et à partir de là, par exemple, toujours prendre un bus de nuit, admettons, et rejoindre le sud, donc Antalya. Après arriver à Antalya, il y a tellement de sites à visiter, je vais plutôt recommander de louer une voiture. Si on n'a pas loué la voiture avant, de louer une voiture pour le sud de la Turquie, parce que là pour le coup il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et c'est impératif d'avoir son propre véhicule. Antalya centre, il y a plein de choses à faire, il y a les waterfalls, les cascades d'eau, il y en a d'une donne, il y en a 2-3 à faire sur Antalya, le zoo, le beach park, donc ils ont fait une sorte de corniche, on va dire, avec tout un ensemble de restaurants, d'aires de jeu pour les enfants, cafés qui donnent face à la mer, donc c'est très beau. C'est du côté du quartier ou de la ville de Konyaaltı, donc beach park, c'est assez récent, c'est voilà, un truc très sympa à faire le soir pour se poser. Bien sûr, la vieille ville, Old Town Kaleşi, également à faire à Antalya Centre. Après, si on se déporte un peu plus vers l'est, parce qu'on voilà, on veut faire un petit trip du côté de l'est, je vais recommander donc de viser Kaş, la ville de Kaş, magnifique. Il y a une magnifique plage donc qui s'appelle Kapuştaş, plus belle plage pardon de toute la Turquie. C'est vraiment à faire, et ainsi qu'un désert qui est pas connu. C'est sympa d'aller se poser, de prendre quelques photos. C'est le désert de Patara. Ok. Entre les deux, vous avez un canyon. Ça peut être un bon, puisqu'il y a 4-5 heures de route pour s'arrêter entre les deux. Il y a le canyon de Gorun qui est vraiment magnifique avec de l'eau douce. Vous allez pouvoir voilà, nager, ainsi de suite. Très belle eau. Donc ce petit canyon sympa à faire entre donc Antalya et Kaş. Ok. Il y a aussi Faselis, une ville antique avec son petit coin de plage qui est aussi très sympa à faire. Après, si vous voulez remonter après Kaş, il y a Fethiye qui a à faire avec sa magnifique plage, pareil, une des plus belles plages au Ludeniz, qui vaut vraiment le coup. Et à côté de Fethiye, il y a un autre canyon extraordinaire, assez physique, mais qui vaut vraiment le coup de le faire, même si on ne peut pas le faire entièrement. Bon, moi avec 3 enfants, on a réussi à le faire jusqu'au bout. C'est le canyon de Saklıkent. Donc je vous recommande vivement de le faire. Après, si vous voulez encore continuer à remonter, vous pouvez aller à Marmaris, voir Bodrum ou du côté de İzmir et Çeşme. Et sinon, si vous voulez faire plutôt la partie est, bah, clairement, il faut aller vers Alanya, donc depuis Antalya. Avant cela, vous allez vous arrêter à Spendos, qui est une ville antique magnifique à faire. À Alanya, voilà, il y a pas mal de choses à faire, des waterfalls, des canyons, comme le canyon Sapedre, Dimçay, la rivière, où il faut voilà, s'aller se poser, déjeuner avec une petite rivière qui passe à côté. Quoi d'autre à Alanya? La plus belle plage d'Alanya, c'est Cléopatra. Vous avez une grotte à visiter aussi à côté de Cléopatra, et un téléphérique aussi pour monter et aller visiter la forteresse d'Alanya. Voilà pour le programme en Turquie que je vous recommande. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bis and kiff. Ciao, ciao.